Bonjour chers amis téléspectateurs de Isaïe Télévision, Nasuba Week de cette fin de semaine. Nous y sommes, comme d'habitude, on va commencer l'émission avec votre magazine BEDI. Aujourd'hui, on va à la découverte d'un coin très prisé par les étudiants de l'université de Parakou, un coin culinaire en face de l'université. Vous savez très bien de quoi je parle. À la suite de cela, la grogne matinale sera avec Adam Bachiro qui nous parle aujourd'hui des différentes voies de Parakou et notamment du projet Al-Fatage. Ensuite, après la grogne matinale, bien sûr, Yebou, l'espace annonceur. On va parler aujourd'hui avec un e-commerçant qui nous parle un peu de son métier. Est-ce que le métier est rentable? Comment ça se passe dans le domaine de l'e-commerce? Nous allons en découvrir davantage avec ce e-commerçant. Après cela, on continue bien évidemment notre émission. Ma fierté béninoise, 15 août, c'était hier. Assomption et 15 août, c'est quoi le véritable lien? Ici, le chargé de communication du Palais Royal de Savalou vient nous éclairer davantage sur ce qu'est vraiment l'Assomption et la fête de Liambre le 15 août. Le zapping viendra également nous donner un peu de souffle pour nous reposer et nous reviendrons sur ce plateau pour le panel de discussion et je vais vous laisser découvrir le sujet. Installez-vous confortablement. Nasuba Week, c'est maintenant. De nouveau, bonjour, amis téléspectateurs de Isaïe Télévision, fidèles compagnie de notre émission Nasuba Week. Et comme je le disais dans l'introduction tout à l'heure, on va commencer la partie BEDI, la rubrique BEDI, avec une découverte de cette dame-là. Vous la connaissez bien évidemment. Elle n'est pas seule, elle est avec toute une équipe en face de l'université de Parakou. Elle vend très souvent le waké aux étudiants de l'université de Parakou, un menu très prisé par ces étudiants qui y vont pour la quantité et pour la quantité, pardon, également pour la qualité. Je vais demander à Elisabeth Iladja de nous parler un peu de cette dame. Elle est allée à sa découverte, elle a parlé avec les clients et avec les dames qui vendent là. Suivez-la, c'est dans BEDI. Bonjour Marcel. En face de l'université de Parakou, un petit point gourmand est devenu une véritable institution pour les étudiants. Ici, une vendeuse pas comme les autres séduit par sa générosité dans l'assiette et dans le cœur. Suivez-moi pour en savoir davantage. Bonjour maman. Oui, bonjour Tata. D'accord, on va commencer par la présentation. Présentez-vous s'il vous plaît. D'accord, bonjour Tata, je m'appelle Savirat. Alors, depuis combien d'années est-ce que vous vendez ici? Depuis l'an 2000. En 2000. Wow. Et pourquoi avoir choisi cet emplacement? C'est parce qu'il y avait depuis l'an 2000, là, il y avait les étrangers qui venaient étudier là-bas. C'était ENI. Et maintenant, c'est devenu université. Maintenant, c'est à cause de ça qu'on est toujours là pour servir les étrangers à manger. Et maintenant, comme c'est devenu université, maintenant, il y a les étudiants qui viennent étudier et on les sert à manger. Votre nourriture, en fait, est réputée pour être beaucoup, en fait. Les étudiants disent que, bon, avec 200 par exemple, on mange bien ici. Donc, pourquoi qu'est-ce qui justifie ça? Oui, c'est par rapport, les choses sont moins chères. Et nous aussi, comme on veut aider les étudiants, ils ont venu étudier, il n'y a pas l'argent, les parents souffrent pour les envoyer l'argent. On est obligé de les vendre beaucoup, puisqu'ils vont bien manger, rassager, et c'est tout. La spécialité ici, c'est le waké, un mélange de riz et de haricots accompagné de fromage de soja, de poissons frits et bien d'autres garnitures. Ce menu est particulièrement apprécié par les étudiants de l'université de Parakou qui viennent non seulement pour la qualité du repas, mais aussi pour sa générosité en quantité. Au début, je ne venais pas ici. Et je me rappelle de ce jour-là, il sonnait 10h, on avait terminé un cours où j'avais seulement 200 francs sur moi.
il faudrait bien manger aussi pour pouvoir reprendre les cours après. Donc il y a l'un de mes amis qui m'a dit qu'il a un bon coin. Il m'a amené ici. Le jour-là, j'ai payé le riz avec Vanzo pour 150 et 2 soja. Je vous jure que le jour-là, j'ai plus mangé jusqu'à 16 h. Elle nous a vendu, ça nous a fait plaisir parce que on avait acheté quelque part la veille et nous-mêmes on savait qu'ici à Barakoula, on allait mourir de faim. Et quand elle nous a vendu, on a mangé le lendemain. Moi j'ai pris goût ici, mes amis, je ne sais pas s'ils viennent rarement manger ici, mais moi j'ai pris goût, je viens souvent manger. Quand je finis les cours, je n'aime pas manger à l'intérieur, je viens manger ici chez la dame. La qualité, elle est bonne, elle prépare bien et la quantité aussi c'est pas mal. Souvent ça dépend des humeurs parce qu'elle se remplace. Elle se remplace souvent ça dépend des humeurs des gens. La principale des 3 facteurs sur lesquels je me base, c'est la qualité. Parce que si on mange une nourriture qui n'est pas de bonne qualité, c'est qu'on se tue progressivement. D'abord, il y a la quantité du cube qu'on ne remarque pas trop, que tel n'est pas le cas chez la plupart à Parakou. Et aussi, bon, la quantité, ça, elle est exceptionnelle à ce niveau. Parce que la plupart des étudiants, c'est ici nous venons. Moi-même, c'est un ami qui m'a conseillé de venir ici souvent même, à cause de la quantité et la qualité. Parce que tu payes à 150 ici maintenant, ailleurs tu peux payer ça à 200. Déjà, je vais dire que j'ai connu ce lieu à travers des années. Mon père en particulier, on venait de temps en temps, par moment. C'est un très bon coin. Elle fait très bien le repas et vous voyez déjà la manière dont l'étalage est, c'est bien fait et la quantité y est. La quantité y est, mais la qualité n'a pas été négligée. C'est ce qui m'intéresse beaucoup. Cette activité a démarré en l'an 2000 avec Maman Sabirat. Toujours présente, elle affirme que c'est un véritable plaisir de savoir que les étudiants peuvent compter sur elle pour manger même sans argent. Parfois les étudiants viennent ici, nous supplions de les aider car ils sont à bout de ressources financières, chose que nous faisons avec plaisir. Parmi eux, beaucoup reviennent des années après pour manifester leur reconnaissance à travers des billets de 5 000 ou 10 000. Est-ce que vous arrivez quand même à faire des bénéfices? Oui, on trouve, pour nous, c'est pas, on veut beaucoup de bénéfices. On veut, comme nous tous, nous sommes les mêmes, on veut, ils n'ont qu'à bien manger, même si c'est 500 on a trouvé comme bénéfice, c'est bon pour nous. Donc ça représente beaucoup pour vous d'aider les étudiants? Oui, c'est bon pour nous, pour les aider. Il y a même les autres, il n'y a pas de l'argent, ils viennent manger, ils ne payent pas, ça ne nous fait pas quelque chose. Même en période de vacances, on peut constater la présence de quelques étudiants fidèles à ce lieu. Tous saluent et remercient le service rendu par ce petit restaurant devenu une véritable institution pour la communauté estudiantine. Nous ne pouvons pas, tout le monde ne peut pas la remercier parce qu'il y a certains qui n'ont pas reconnu ça. Mais ce que moi je peux dire, c'est qu'on la remercie infiniment. Le merci sera sans fin parce qu'un étudiant qui est nourri à sa faim, même s'il donne quelque chose, il paye en pensant qu'il est en train de payer. Mais quand on lui donne, en fait, il donne l'argent, mais ce qu'on lui donne, c'est plus l'argent qu'il donne, c'est plus capital que ça. Parce que l'étudiant, en fait, si tu nourris un étudiant, c'est que tu lui donnes tout, en fait. Je vais demander à la maman d'être toujours gentille comme elle est avec nous. Et bon, que Dieu l'accompagne. Bon, à la dame, je vais lui demander juste de continuer à bien faire son repas, ne pas négliger la qualité et aussi si elle a la possibilité d'améliorer quelque chose pour avoir une clientèle aussi considérable, qu'elle le fasse. Bon, un message à l'endroit de vos étudiants? Oui, j'ai un message pour les saluer. Je veux remercier tous les étudiants et étudiantes qui viennent manger ici depuis l'an 2000 jusqu'à maintenant. Que Dieu les donne le travail. Ceux qui ont déjà trouvé le travail, que Dieu les aide. Ceux qui n'ont pas encore trouvé, Dieu n'est qu'à les donner.
dégustation, Marcel, je constate que le repas est très top. Et pour 100 francs, je crois que c'est beaucoup. Alors, entre les cours et les repas, cette généreuse dame a trouvé sa place dans le quotidien des étudiants. Et tant que le sourire de ses clients reste sa plus belle récompense, sa marmite ne cessera jamais de fumer. Alors, merci Mouidine pour le cadrage et Marcel, à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci beaucoup Elisabeth Iladia pour cette belle découverte. Je te vois manger, ça veut dire que tu as apprécié le repas. On va continuer cette émission avec la partie grogne matinale. Et comme d'habitude, ça sera avec notre éveilleur maison. Il dit qu'il n'est pas un grogneur, mais quand même, c'est la grogne matinale. Il faut groyer pour que les autorités puissent nous écouter. Adam Pachiro, il s'appelle, il est déjà là. Bonjour Adam. Bonjour, monsieur le journaliste, les chers téléspectateurs. Ce matin, comment vous allez? Bon, ça va, merci Dieu. En forme? Ça va. D'accord. La grogne d'aujourd'hui, vous nous parlez des routes de Parakou et notamment du projet à l'Alphatage. Oui, bien sûr. Et ce matin, je crois que ce matin, c'est pour parler de la route. Vous savez bien que la voie du développement, comme on le dit souvent, passe par le développement de la voie. Mieux, le président Patrice Talon, il y a quelques semaines, disait qu'on ne mange pas la route, mais la route fait manger. C'est pour revenir sur l'un des projets phares du président Patrice Talon, qu'est l'Alphatage à Parakou. Après la phase 1, lancée en août 2018 à hauteur de 8 milliards 438 millions 880 955 francs, tout as confondu, pour les 8 km 5 bien sûr, nous avons constaté avec beaucoup de surprises en 2024, en mai 2024 précisément, que c'est seulement 26 km, 19 km 26, pardon, 19 km 26, selon une première source qui a été lancée, et après, selon une autre source, une autre autorité, c'est 14 km 300 qui ont été lancés. Entre les deux autorités, qui dit finalement vrai pour ce projet quand on sait que la voie de développement passe par le développement de la voie? Car nous avons constaté, et nous sommes déçus, beaucoup déçus, que par exemple, pour ce même projet, sur les 70 km, nous sommes à peine 30 km à Parakou, sur les 70 km. Alors que à Abomey-Calavi, bénéficiaires du même projet, ils sont déjà à 75 km sur 70 prévus. Lors de la première phase, c'est entre 28 et 31 qui ont été lancés. Et pour la seconde phase, on nous parle de 44 km. Sans oublier bien sûr le projet PAPVS, le projet d'assainissement pluvial des villes secondaires qui prévoit encore 26 km à Abomey-Calavi. Alors qu'à Parakou, on ne nous a pas lancé ce projet. Et on ne lance seulement que 14 ou 19 km 26. On n'arrive pas à comprendre. Ce projet financé par la BOAD bien sûr. Comme vous le constatez, chers téléspectateurs, à Abomey-Calavi, nous avons environ 75 km sur 70, mais à Parakou, moins de 30 km sur 70. Où se trouve le problème? Alors que Parakou, ville à statut particulier, a ce problème particulièrement particulier à toutes les communes, à tous les quartiers, c'est la dégradation avancée des voies. Tout le monde le constate dans Parakou, sauf le quartier dépôt, où l'ancien maire a essayé de faire vraiment quelque chose de formidable. Mais quand vous arrivez dans le quartier actuel du maire actuel de Parakou, je vous le jure, c'est une déception. On ne dirait pas que c'est le quartier d'une autorité. On n'arrive pas à comprendre. Alors que ce projet, quand si on lançait les projets des collecteurs et des ponts prévus dans le projet PAPVS, ça aurait permis à Parakou de réaliser un bon qualitatif en matière d'infrastructure routière. D'où nous sommes déçus de l'impact du projet sur Parakou. Combien de kilomètres sont prévus finalement dans le projet PAPVS à Parakou? Comme nous le disent, on veut comprendre. Si on a dit 26 km à Calavi, mais à Parakou, c'est combien de kilomètres? Parce que cette voie doit passer d'une part et d'autre des voies, des collecteurs et des ponts à construire. Monsieur le Président Patrice Talon,
à moins de 1 an de la fin de votre mandat, nous vous prions de faire vraiment diligence. Car vous nous avez promis à la salle des fêtes de la mairie de Parakou que toutes les voies de Parakou seront bitumées et pavées. Donc nous attendons vraiment la concrétisation de vos projets. Puis, l'absence remarquable de l'autorité départementale et municipale pour connaître des problèmes que vivent les agents sur le terrain, qui vivent le bâti avec les sous-traitants, avec des Chinois, qui ne leur donnent pas ce qu'ils doivent. Alors que ces jeunes frères et sœurs ont des obligations. Ils doivent payer le carburant, payer à manger, payer leur loyer. Mais là, on ne voit personne, que ce soit du département ou de l'autorité communale. Ça ne va pas. Quand on sait que ces jeunes frères et sœurs souffrent, alors que Sino Hydro, qui a gagné le projet à hauteur d'environ 52 milliards, a donné ce qu'il doit aux entreprises sous-traitantes, pourquoi on ne paye pas ce qu'il faut à ces jeunes frères et sœurs qui ne veulent pas aller vers la dégradation, vers du n'importe quoi, le vol et autres, mais ils veulent travailler pour gagner honnêtement leur vie. Et Sirat SA, maître ouvrage du projet, est interpellé. Le préfet, le maire, nous appelons à votre dynamisme pour que nous comprenions ce qui ne va pas sur le terrain. Pourquoi on fait souffrir ces jeunes frères et sœurs? Tout le contraire d'ailleurs dans le pays. Je vais finir en parlant de l'un des aspects de ces projets. Le projet fait obligation à l'entreprise de trouver une voie de déviation, de contournement, ou même pas aller vers les carrières de sable, de les entretenir et de les réhabiliter à la fin du projet. Mais à Parakou, allez-y au quartier Gournay, qui sert aux Chinois à aller vers leur carrière pour chercher du sable, pour chercher le gravillon. Vraiment, vous serez déçus. Les murs sont fissurés. Allez-y sur la voie Boniaï, appelée Boniaï, à quartier Abanouyon Dokbaro. Cette voie qui a servi de choses est complètement dégradée. Je finirai par la voie qui passe à côté, ici. La voie Parakou qui va à Lokpara et va vers la frontière du Nigeria. C'est une voie hautement commerciale. Nous demandons au président Patrice Talon de faire des diligences et de nous lancer cette voie-là qui permettra à tout le Nord, je dis bien tout le Nord et le Bénin en général, de bénéficier de cette voie hautement commerciale. Je insiste là-dessus, parce que si on ne lance pas cette voie, ce sera comme si on n'a rien fait. Et je dirais que pour finir rapidement, le projet transport urbain de Parakou a été lancé, effectivement en son temps. On a connu la traversée du contournement de Parakou, mais on devait connaître de 10 km de voies supplémentaires. On devait connaître de 2 autogares, un à l'entrée sud et à l'entrée nord. Mais depuis, rien. On n'en parle pas. Où sont passées la finition de ces projets? Monsieur le Président, la voie du développement passe par le développement de la voie. Et mieux, comme vous l'avez dit, on ne mange pas la voie, mais la voie fait manger. On a envie que la voie permette aux populations de Parakou de manger et de mieux vivre, de mieux circuler, car vraiment, venez circuler à Parakou, la dégradation des voies est vraiment palpable et c'est une honte pour la ville à statut particulier qu'est Parakou. Je vous remercie et à bon entendeur et à bon écouteur. Merci. Merci beaucoup Adam Bachirou pour ces différentes informations et pour cette grogne. On espère que les autorités à divers niveaux vont prendre à cœur votre préoccupation. On ne mange pas la voie, mais la voie permet de manger selon les propos, les propos du président de Bien la sûr, République. C'est lui-même qui a eu à le dire et ça m'a vraiment marqué. Ça vous a marqué? Ça m'a marqué et je crois qu'il doit tenir compte pour permettre à Parakou, ville à statut particulier, qui est à côté du Nigeria, du côté est du Nigeria, permettre aux populations de se développer et permettre aux populations de manger. Parce que quand vous circulez dans Parakou, je vous dis à tout moment, c'est les boulons, les écourous, merci beaucoup. Merci beaucoup Adam Bachirou pour votre grogne et pour le compliment. On va vous laisser partir. Vous allez encore revenir tout à l'heure pour faire le débat avec nous.
Vous êtes pressé? Non. Je ne serais pas pressé. Vous allez revenir tout à l'heure avec nous pour faire le débat, mais en attendant, on va vous laisser partir et installer Yebou. Et la partie annonce, ça sera avec notre e-commerçant. Yebou, c'est maintenant. Yebou, la partie annonce de notre émission Nassoubam. Oui, que nous sommes avec M. Roland Alodé, qui est un e-commerçant ici à Parakou. Il va me parler un peu de son métier. On va savoir si le métier est rentable et qu'est-ce qu'il a à dire quand même pour sa publicité. Bonjour M. Roland. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Ce matin, comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. La pluie, après la pluie, c'est le beau temps. Oui, justement, c'est ce qu'on dit. Ah, ok. Alors, est-ce que c'est le beau temps dans votre métier, le e-commerce? Comment ça se passe? Bon, on dirait que c'est le beau temps actuellement au Bénin, parce que pour une fois depuis des années, le e-commerce est désormais reconnu de façon officielle comme étant une activité économique au Bénin. Oui. Je crois que c'est déjà un de plus pour, en tout cas pour ceux qui sont dans ces secteurs-là, ça fait un de plus et c'est réconfortant en quelque sorte. Et vous, en particulier, le métier, comment ça évolue à votre niveau? Vous faites donc quoi? Bon, nous, moi je suis dans plusieurs domaines d'ailleurs. Nous faisons de l'importation et de la vente aussi. On importe de la Chine et du Nigeria et que nous venons vendre aussi sur le terrain. On a aussi des boutiques sur lesquelles nous mettons des articles que nous mettons à la disposition des clients, histoire qu'ils puissent acheter en ligne. Et les livraisons se font à leur domicile en quelque sorte. Oui, mais quand on parle de e-commerce, oui, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Parce qu'on peut commander des choses de la Chine pour le Bénin et ça sera physique. Pourquoi dit-on e-commerce? Bon, il faut dire que par définition, l'e-commerce, c'est la vente des biens et services sur Internet. La vente des biens et services sur Internet, ça peut être notamment les logiciels, les abonnements, tout ce qu'on peut faire en ligne et que ça peut générer de l'argent. Maintenant, de façon précise, il faut dire qu'il y a plusieurs formes de e-commerce, notamment le dropshipping, la vente en ligne dont tout le monde parle et tout le reste. Donc, si quelqu'un veut se lancer en e-commerce, il faudrait qu'il prenne le temps de bien comprendre le secteur et savoir dans quel secteur d'e-commerce il va se positionner. Parce qu'on en a jusqu'à 6 formes d'e-commerce. Donc, e-commerce, c'est beaucoup plus vague. C'est comme on dit, on a une maman et ses enfants en fait. Donc, l'e-commerce, c'est le thème général. Et en dessous du e-commerce, on a d'autres secteurs comme le dropshipping, la vente en ligne et tout le reste. Et vous autres, vous êtes dans quel secteur? Bon, nous sommes dans le domaine de l'importation et de la vente en ligne, s'il faut le dire de façon plus précise. Mais intervient beaucoup plus les moyens électroniques. Et quand au moment où les moyens électroniques de paiement commencent par intervenir là, on revient maintenant sur le thème de e-commerce en tant que tel. Parce que quand on parle de vente en ligne, c'est que j'ai déjà une activité, j'ai déjà un métier ou bien j'ai des articles qui sont déjà avec moi que je vends. Mais je me sers des nouvelles technologies, je me sers des systèmes de marketing digital pour pouvoir alors élargir ma clientèle et atteindre beaucoup plus de cibles et vendre au-delà. Mais quand on parle de l'e-commerce, c'est que je pars de rien, j'ai créé mon entreprise sur Internet avec les moyens à ma disposition et je vends sur le net. Voilà. C'est-à-dire je crée ma propre marque qui est à moi, qui est mon identité, l'identité de mon entreprise. Voilà. Aujourd'hui, votre entreprise, comment on l'appelle sur le net et comment ça fonctionne? Est-ce que c'est rentable? Bon, il faut dire que de façon officielle, j'ai une entreprise qui est bien enregistrée. Mais pour ce qui concerne les boutiques sur le net et tout, je ne vais pas vous le dire parce que nous sommes dans un marché concurrentiel. Plus on localise ta boutique, plus tu auras des problèmes à te reconnaître un peu plus sur le marché ou bien vendre sur le marché. Je suppose que j'ai un collègue à côté de moi ou bien j'ai un ami qui sait que la boutique là appartient à Roland. Oui. Et finalement, il vient acheter sur cette boutique là. Il serait réticent. Mais s'il ne sait pas que je suis le propriétaire de la boutique et qu'il voit que l'article que je propose est intéressant et il veut acheter, il peut toutefois acheter sans arrière-pensée, sans avoir des doutes en quelque sorte. Et il sera livré, tout le monde serait d'accord. Mais finalement, vous avez besoin de la publicité pour faire votre publicité. Comment ça se passe? Allez-y. Justement, pour la publicité, chacun a sa méthode. Oui, mais pour vous, votre publicité? Nous, précisément, on utilise beaucoup plus les réseaux sociaux. On utilise aussi notre plateforme de façon officielle et on se sert de Google ADS, Facebook ADS. Il y en a plusieurs manières de faire les publicités pour que ça puisse être à la portée de tout le monde. Alors, essayez donc de convaincre les téléspectateurs de vous choisir. Non, bon, en fait, ce serait une question de feeling et de besoin, en quelque sorte. Nous, on est sur le marché, on propose des articles qui sont là pour le bien-être de tous.
pas seulement moi, tous les confrères, tous les collègues qui sont dans le milieu, ils font l'essentiel quand même pour proposer des articles qui règlent un problème. Et dès qu'un client a cet article, il est satisfait. Donc du coup, tout ce que moi je peux leur demander, c'est que l'article peut provenir de mon équipe, mais ça peut provenir d'une autre personne. Mais dès qu'ils veulent faire un achat, qu'ils prennent quand même le soin d'analyser, d'accord, et de faire le paiement à la livraison. Qu'ils reçoivent l'article d'abord avant de passer à la caisse. C'est très très important. Parce que ces derniers temps, beaucoup ont été victimes de ces gens de malveillance-là. Ils paient l'argent, ils reçoivent les articles et ensuite ils se rendent compte que ce n'est pas ce qu'ils ont commandé. Donc si je peux dire, ce serait ça. De toutes les façons, toutes les publicités que vous allez voir sur Facebook, Google ADS, les audiences network, et sur les navigateurs et tout, ne sont que des publicités des e-commerçants. Ça peut ne pas forcément être pour mon équipe, mais c'est de cette façon qu'on arrive à communiquer mieux avec notre clientèle. D'accord. Alors, Roland Alodé, je ne me trompe pas, hein, Roland Alodé. Oui, monsieur. Dites-nous une dernière question. Est-ce que le métier est rentable? Ah ouais. Parce qu'on pense que les e-commerçants sont riches. Bon. En voulant quitter ici, vous allez nous donner le métier. 500 000. Oh, je vois. Bon, le métier, c'est pas mal aussi, c'est pas mal. On ne peut pas dire que c'est autant rentable que ça, mais c'est mieux pour moi. En tout cas, moi, principalement, je dirais que je ne me plains pas. Pour autrefois, j'ai déjà été comptable dans plusieurs structures. J'ai travaillé plus de 4 ans déjà. Et le salaire que je gagne, je me dis aujourd'hui que j'arrive au moins à avoir au moins le triple, voire x5 mon salaire avant la fin du mois. Oui, justement, si tout se passe bien. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas aussi un revenu stable en tant que tel, mais avant la fin du mois, au moins on arrive quand même à être satisfait. On fait de notre mieux pour être rentable quand même. Donc, de façon générale, oui, le métier est intéressant et c'est effectivement rentable. Une question indiscrète. Hein. Oui. Le gros chiffre d'affaires. Ah, plus gros chiffre d'affaires jusque-là, je dirais que c'est dans la période Q4 que mon équipe et moi, on a réalisé ça. La période Q4, c'est les derniers mois de l'année. De l'année 2024, ça a été de octobre, novembre, décembre. Donc, pendant cette période, on était proche de près de 6 millions comme chiffre d'affaires et bénéfices nets. On est auprès de plus de 4 millions quelque chose. Là, parce que pour nous, c'est le bénéfice net qui nous intéresse beaucoup plus. Le chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus général. Donc, nous, on veut voir ce qui rentre dans notre poche après avoir soustrait les dépenses et tout le nécessaire. Donc, c'est pourquoi cette année, on est en train de promouvoir cette période-là pour permettre à tous ces entrepreneurs, pas forcément les e-commerçants, celui qui a quand même une activité de se préparer pour profiter de cette période-là. Parce que c'est une période où les gens achètent beaucoup, les gens se préparent pour la fête, les articles deviennent très chers et ça donne aussi une possibilité à ceux-là qui anticipent de pouvoir profiter de cet instant-là. Si j'achète un article actuellement à 1000 francs, à l'approche des fêtes, cet article-là peut banalement se vendre à 2000 ou à 2500. Et ceux qui iront acheter à l'instant T, dans le mois d'octobre ou de novembre, vont l'acheter très cher. Alors que si vous anticipez, vous n'aurez plus ce problème-là. Vous avez l'article en stock et vous allez pouvoir gérer le marché. C'est pourquoi les e-commerçants, en ce moment précis, sont tous en train de casser la tête pour trouver les meilleurs produits qu'il faut mettre sur le marché pour pouvoir gérer ces 3 périodes-là et ne pas être surpris par le coût élevé des articles, pour ne pas être surpris par le coût du transport et tout. Donc, c'est une période qui a été très, très intéressante pour nous l'année passée et qu'on se prépare aussi pour que cette période soit très, très intéressante aussi. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Roland Alodé. Oui. Alodé, c'est ça. Oui, hein? voilà, Alodé. Voilà. Ça sera une période très, très intéressante. Ok. C'est déjà nous notre prière ici à Esaü TV. On espère également que vous allez revenir pour, je sais pas, mouiller nos babes. Justement. Ce serait avec plaisir que nous allons passer vous voir. Ce serait avec plaisir qu'on passera quand même partager les gains avec vous. Les gains avec nous. Justement. En espérant que vous aussi, vous allez bientôt emboîter les pas pour pouvoir essayer un peu le secteur et voir ce que ça vous réserve. Voir ce que ça donne. Voilà. Merci beaucoup à vous, Roland Alodé. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Le e-commerce. Et rapidement, on passe au zapping avant de revenir dans ma fierté béninoise. La capitale politique du Bénin. Capitale. La capitale du Bénin. 115. 115. Comment on appelle les petits de la poule? La poule. De la poule. Le Bénin compte combien de départements?
5. Combien de communes? 7. Alors, c'est qui le maire de la commune de Parakou? Qui est le maire? Bénin. Non, le maire de la commune de Parakou. Talon. Quel est ton rêve d'avenir? Quand tu as grandi, tu veux devenir quoi? Menuisier. Menuisier, pourquoi tu vas à l'école? Ah, vous croyez, si tu pars à l'école, des fois, tu vas doubler. Double là, c'est que tu vas apprendre menuisier, c'est ça? Oui. Donc toi, tu es en train de doubler là? Non, je vais charger des madriers. C'est ça qui te plaît? Oui. Merci. Alors, quel est ton rêve d'avenir? Quand tu vas grandir, tu veux devenir quoi? Parce que je vais grandir, je vais devenir... Je vais faire make-up. C'est ça qui te plaît? Pourquoi tu vas à l'école? Parce que les parents disent de continuer les études pour avoir le BPC d'abord. Mais l'année prochaine, je vais abandonner les banques par la grâce de Dieu. Donc c'est seulement le BPC que tu veux? D'accord, merci. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Oui, ici c'est Scorpion Noir. Ok, d'accord. Le défi d'aujourd'hui, ce sont des jeux de diction. Vous allez répéter après moi. Serge pêche et chasse 5 fois sans faire d'erreur. D'accord, bon, c'est... Serge pêche et chasse, voilà. Sergent pêche et chasse. Non. Non, Serge pêche et chasse 5 fois sans... Ok, Sergent pêche et chasse. 5 fois sans faire d'erreur. Sergent pêche et chasse. Allez-y. Sergent pêche et chasse. Sergent pêche et chasse. C'est pas grave. Les règles du jeu sont simples. Vous trouvez toutes les capitales et vous gagnez. D'accord. Vous ratez un seul pays et vous perdez. On commence. La capitale du Bénin. Porto-Novo. Togo. Un instant. Togo. Lomé. Côte d'Ivoire. Abidjan. Non. Oh. Vous avez perdu. Un autre numéro. Vous allez me donner votre chance. Ouais. Après le zapping, ma fierté béninoise. 15 août, c'était hier. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 16 août. Et nous sommes intéressés à la fête du 15 août, la fête de l'Igname, qui coïncide toujours avec la fête de l'Ascension, qui est une fête de l'Église catholique romaine. C'est quoi le lien entre ces deux fêtes qui se déroulent dans tout le Bénin et plus particulièrement à Savalou? Nous sommes allés à la rencontre du chargé de la communication du Palais Royal de Savalou qui nous a éclairé sur le lien qu'on peut faire entre ces deux fêtes. Je vous invite à le suivre dans cet élément. Il y avait une petite confusion. Les gens venaient à Savalou pour la fête identitaire de Savalou, la fête de l'Assomption, et faisaient une confusion entre la fête de l'Igname et la fête de l'Assomption. Et tout le monde, quand on prend la direction de Savalou, on dit « je vais à la fête de l'Igname, je vais à la fête de l'Igname ». C'est pourquoi Dada Tosso, pour donner de la valeur à la fête de l'Igname, comme nos ancêtres le souhaitent, il l'a démarqué de la fête de l'Assomption et on la célèbre le 14 août. Et le 15 août, nous sommes chrétiens. Nous nous rendons à l'église parce que l'église Notre-Dame de l'Assomption de Savalou a une histoire. Et selon cette histoire, c'est que quand l'évangélisation a atteint Savalou, nos frères et sœurs, qu'ils soient vaudouisants ou qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient, se sont tous rués là-dessus et l'église est ouverte. Donc elle a accepté tout le monde et la cohabitation existe, paisible existe entre les chrétiens et les traditionnalistes. Donc à ce jour, on ne s'est pas démarqué, on n'a pas de problème, on a une cohabitation assez pacifique et ça se passe plutôt bien. Donc les gens qui viennent ici, ils sont en train de perpétuer une tradition que je vais vous expliquer. Du temps du père Fali Ignace, on célébrait la fête de l'Assomption. Les étudiantes et étudiants, les scolaires, ils venaient tous à Savalou.
Et quand ils venaient, c'était sur invitation du père Ignace Fali. Il leur permettait de rester ensemble, de vivre des moments récréatifs. Et ces moments étaient des retrouvailles à l'occasion de la fête de Liam, parce qu'il a organisé comme ça, parce que l'église s'appelle, au départ l'église, on l'appelait l'église Saint-Jean. Et il y avait beaucoup de malheurs, beaucoup d'événements malheureux. Et les chrétiens ne s'adonnaient pas à la pratique de l'évangile. Ils ne recevaient pas les différents sacrements comme cela se doit. Les catéchistes travaillaient, mais ça tardait à prendre. Et le père Ignace est allé, c'était au temps du pape Pie XII. Et il a porté l'information au pape Pie XII qui lui a conseillé de solliciter Notre-Dame de l'Assomption, c'est-à-dire la Vierge Marie, afin que dans nos prières, elle nous assiste et porte avec nous ce souhait de voir beaucoup de filles et fils de Savalou se faire évangéliser et avoir la foi chrétienne. Donc, le Père battait le rappel de toutes nos filles, de tous nos frères, de toutes nos sœurs, et ils venaient avec leurs amis, leurs parents, leurs épouses, leurs époux. Ça, c'est pour la fête de l'Assomption, voyez-vous. Et le repas qui était disponible en ce moment, facile à faire, pour ne pas engendrer beaucoup de dépenses, c'était l'igname pilé. Parce que la nouvelle igname était abondante en ce moment et ils leur faisaient ça. C'est pourquoi les gens faisaient la confusion. Voilà, sinon, la fête de l'Assomption, c'est une fête d'église, une fête de l'église catholique qui existe et c'est pour les chrétiens. La fête de l'igname, ça, je vous en ai parlé. Mais voilà ce qu'il en est de l'histoire, de l'attraction que cela suscite. C'est parce que ça fait le 2 en 1. Et puisque c'est du 2 en 1, si tu ne te retrouves pas à travers la fête de l'igname le 14, tu vas te retrouver à travers l'Assomption, la fête de l'Assomption le 15. Mais je crois que nous sommes tous ensemble, nous nous aimons, on s'accepte, nous les chrétiens, nous sommes ouverts à ce que, aujourd'hui 15 août, Sa Majesté Isaac Baguidi était à l'église, il est venu prier comme tout le monde, parce qu'à la base il est chrétien, il est né de parents chrétiens. On a eu un roi ici, le roi Goumohan, c'est par lui, au cours de son règne que l'évangélisation a atteint Savalou. Il s'est fait baptiser et je ne vais pas révéler son nom de baptême ici, mais voilà un peu comment ça se passait. Donc ce n'est qu'une merveilleuse nouvelle que de savoir que les gens continuent de venir ici, d'être intéressés par la fête. Parce que chaque année, on la modernise un peu plus. Chaque année, on la modernise un peu plus. Le roi de Isaac Baguidi 15 est là actuellement. Il a formé un gouvernement qui est composé de cadres, d'opérateurs économiques, d'hommes et femmes. Et il travaille à rendre la fête plus belle. Il travaille à rendre la fête plus utile. On ne fait plus que manger, l'igname pilé, se retourner. On réfléchit au développement de Savalou. Voilà un peu le travail qui est fait à la base. Et tout ce que vous voyez là n'est que le fruit de ce travail. Nous sommes dans la dernière ligne droite de notre émission Nansouba Week et on va finir avec le panel de discussion. Le sujet aujourd'hui on va se pencher sur les paris sportifs avec la jeunesse, parfois même avec les plus âgés. On veut savoir si est-ce que c'est une solution ou carrément un piège. Alors mes chers invités, dites-moi déjà de façon générale, vous pensez quoi des paris sportifs? On va commencer par la jeunesse. Ouais, bonjour monsieur le journaliste, merci beaucoup pour votre question. Moi je pense que c'est une question d'état d'esprit, c'est une question un peu différée. Chacun a son opinion par rapport à cette question-là. Oui. Pour nous les jeunes, et d'ailleurs ce n'est pas tous les jeunes d'ailleurs qui se donnent aux paris sportifs. Donc moi je dirais quand même que ce n'est pas aussi une mauvaise chose que ça. Pour quelqu'un qui est dans le domaine et qui vit de ça, qui fait de ça son métier, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais pour celui-là qui se lance dedans et qui n'a pas un contrôle et qui est trop accro à cela, cela devient un problème. Ça devient un problème. Adam Bachi, vous pensez quoi des paris sportifs? Bon, moi je crois que en tant qu'ancien doyen, j'ai déjà eu des antécédents que nous avons eu connaissance. C'est un piège à hommes pour nos enfants. C'est un piège à hommes pour nos enfants qui doivent faire extrêmement attention. Je dis
extrêmement attention parce que nous avons connu des enfants qui sont en train de ramasser des centaines de mille parce qu'ils voulaient parier, pensaient gagner, ils ont versé dans le pari et à la fin, ils ont perdu. Et à la fin, parce qu'ils ont appris qu'un autre a fait la même chose, il a gagné, et les autres le font et ils perdent. Alors que le pari sportif, vous m'excusez, quand vous allez au niveau international, c'est une véritable mafia. C'est une véritable mafia où certaines choses se font au-delà même de l'entendement moral. Bon, ça c'est Adam Bachirou qui le dit. Oui, bien sûr, j'ose le dire. Parce que quand vous voyez certaines choses, des équipes vraiment très huppées, qui perdent des matchs d'une manière bizarre, vous posez des questions. Non, mais on peut dire peut-être que ces équipes ils n'étaient pas en forme en ce moment-là. On ne peut pas gagner à tout moment. Je vous en prie, nous savons ce que nous disons. Nous savons que les choses se passent. Voilà, les choses se passent en sourdine. Oui. Et vraiment, plus les gens misent, plus la somme à donner aux différents partenaires qui sont sujets à ce pari sportif sont gros. Bon, de toute manière, les paris sportifs, que ce soit Ainsbet ou je ne sais pas, Melbet et autres, la plateforme n'est pas là pour perdre. Alors, dites-nous, la jeunesse, est-ce que c'est une solution pour notre jeunesse? Pourquoi est-ce que notre jeunesse aujourd'hui, pour la plupart, lorsque vous prenez un téléphone portable, sur 10, je suis sûr que sur 8, vous allez voir ce logiciel-là, cette application OneXBet. Pourquoi la jeunesse s'adonne à ça aujourd'hui, Adam Bachirou? Je crois que vous venez de tout dire et c'est en ça que je remercie mon ami, mon jeune frère, qui a dit des choses pertinentes. De par le travail qu'il fait aujourd'hui, il gagne sa vie honnêtement. Oui. Même si de nos sources, on veut encore commencer par leur créer des soucis, les imposer et tout ça là, je dis non. On lui trouve que c'est pas... Ceux-là qui font ce travail, on doit les encourager. Oui. Mais ce que ces enfants font, je dis que pour moi, c'est pas la panacée, c'est pas la solution d'une vie meilleure. Parce que certains, je vous l'ai dit, ramassent des sommes énormes de leurs parents, de là où ils travaillent, pour aller miser gros. Et à la fin, ils prennent la queue des gens parce qu'ils ont perdu, ils ne savent pas comment rembourser. Et je crois que là, c'est un véritable problème pour la jeunesse béninoise. Et ce qui est plus grave, quand ils misent sur et c'est souvent sur les équipes, sur les championnats étrangers. Le championnat de UP, Espagne, France, Allemagne et autres. Mais quand vous demandez à ces jeunes-là de vous donner le nom de 2-3 équipes béninoises, ils sont incapables. Quand on leur demande de parier, pourquoi ils ne parient pas sur les équipes béninoises, ils ne veulent pas le faire. Mais ils sont prêts à parier, à se mettre dans les clubs. Ça, c'est un autre débat. Roland Adoudé, les paris à l'OD, je dis souvent à l'OD, bon, voilà, à l'OD. Alors, les paris sportifs, aujourd'hui, pour les jeunes, parfois ils gagnent. Oui, parfois ils gagnent. Parfois on gagne. Oui. Est-ce à dire que ces jeunes-là qui deviennent accros à un moment donné ne savent pas forcément comment s'organiser pour en faire un travail? Justement, il faut dire que l'algorithme qui est donc conçu au niveau des applications de paris a été conçu par les meilleurs mathématiciens. Oui. Donc, en tout et tout, vous pouvez jouer n'importe comment, vous n'allez pas gagner plus que eux, ils n'en gagnent. Donc, de telle manière que celui-là qui est dans son confort, ce jeune-là qui pense aujourd'hui qu'il sera beaucoup plus malin que cet algorithme-là et qui met tout son argent dedans et qui, sur quoi même, est prêt à faire de ça son activité, rien que le pari, a un sérieux problème. Donc, moi, je veux juste dire quoi? Les paris, d'accord. Quand par moment vous avez envie de vous amuser, mais ça ne doit pas être un additif, ça ne doit pas être un métier permanent que la jeunesse doit prendre aujourd'hui comme acquis. La communication souvent autour de ces paris sportifs, vous allez voir dans les publicités, quand on finit de faire les publicités, on dit jouer responsable. Justement, jouer responsable. Est-ce que ce n'est pas une manière de nous embrouiller? Non, c'est une manière de jouer responsable. C'est une manière de vous dire que bon voilà, ne prenez pas trop de risques parce qu'il y a des inconvénients qui vont suivre. C'est comme si sur le tabac ou bien la cigarette, on met clairement que ça nuit gravement à la santé, mais l'homme préfère quand même faire son choix. Donc de manière directe, si moi j'ai un conseil à donner à mes frères, les paris on le fait, moi-même parfois je le fais aussi, mais ça n'a jamais été
une activité de façon permanente que je fais pour dire que c'est ça qui va m'aider à gagner mon argent. Non, pas du tout. Les paris, faites-le quand vous avez envie de vous faire plaisir. C'est ce que moi je peux dire. Que ça ne soit pas une activité permanente, on ne peut pas vivre de ce métier-là. Parce que les bookmakers, eux, ils gagnent beaucoup plus que vous n'en pensiez. Et avant que vous ne puissiez gagner, ils ont déjà eu le nécessaire avant de vous donner la possibilité de gagner une seule fois. Et quand vous donnez la possibilité de gagner une seule fois, c'est pour vous amener à venir encore jouer. Et comme ça, c'est vous qui perdez à la longue. Donc du coup, moi je conseille à la jeunesse de se concentrer sur une activité génératrice de revenus beaucoup plus, et c'est beaucoup plus sécurisé, confiant, que de vouloir tenter avec les mathématiciens, avec les informaticiens pour leur prouver qu'ils sont plus intelligents. Non, c'est eux qui vont perdre. Voilà, Adam Bachirou, aujourd'hui, on constate que ce n'est pas seulement les jeunes qui jouent. Hein. Moi je vois très souvent des personnes très âgées qui sont avec leur téléphone et qui sont concentrés et qui sont sur cette application-là. Mais finalement, ça c'est devenu une addiction générale. Oui, la remarque est pertinente. Nous le voyons aussi régulièrement dans nos quartiers. Parce que moi, des gens âgés, responsables qui vont sur ce terrain assez dangereux. Oui. Et je crois qu'ils se laissent tenter par le gain facile. Pas le gain facile. Oui. Alors que ce n'est pas la meilleure solution. Vous savez, ces âgés dont vous parlez, certains, par exemple, le PMU, par exemple, avant. Voilà. Le PMU. Mais quand vous allez voir pour les retraités, les machines à sous. Ouais. C'était un problème dans ce pays. Mais aujourd'hui, de plus en plus, vous voyez que ça diminue. Les gens ont commencé par comprendre cette catégorie de citoyens qui pensaient qu'ils pouvaient gagner de l'argent. Être plus malins que ceux qui ont fabriqué ces machines ont commencé par diminuer. Et je vous espère que, avec le temps, nos enfants aussi vont comprendre que mieux vaut aller faire un travail. Hein? Mieux aller faire un travail que d'aller dans ce piège. Moi, qui parle, je suis vulcanisateur de formation. Oui. Je préfère être dans mon atelier de vulcanisateur et gagner ce que je peux gagner que d'aller mettre de l'argent en pensant gagner gros. C'est vrai que je vais gagner gros une fois, mais dans les semaines à venir, je vais tout reverser encore ça dans leur compte. Oui. Et au final, qui perd, c'est vous. C'est vous qui perdez. Alors que si vous êtes dans votre atelier, vous pouvez réfléchir, comme le fait notre monsieur... E-commerçant, M. Roland. Monsieur e-commerçant. E-commerçant, oui. Voilà. Qui le fait. C'est bien, moi je l'envie. J'ai envie de faire des choses du genre. Si il va vous apprendre comment ça se passe. Mais si je n'ai pas envie de le faire, moi je suis dans le pneumatique. J'ai envie de faire dans le pneumatique pour pousser les gens à venir payer les pneus chez moi. Mais c'est bien que d'aller faire des paris sportifs. Vous les voyez à tout moment, ils sont avec des portables, à tout moment. Alors que ces portables-là pouvaient leur permettre de faire des recherches importantes pour gagner leur vie beaucoup plus sainement. Ce n'est pas seulement pour les jeux qu'on a créé le portable. C'est pas pour les films pornographiques, autant payer le portable. Oui. C'est une utilité publique. Oui. Moi aujourd'hui, quand je prends mon portable, mon Android, je peux faire des recherches que je veux sur une émission de veille citoyenne, de grande, comme vous le dites, que je veux faire. Je trouve les chiffres exacts et je compare et j'arrive à faire des veilles citoyennes qui peuvent mettre même certaines autorités en difficulté, même si certains pensent que entre la politique et la vulgarisation, il y a un écart. Il y a un écart. Le vulgarisateur n'a pas sa bouche à mettre dans la politique. Il dit non. Okay. D'accord. Merci beaucoup. On vous aura bien compris. On peut parier, mais on peut essayer de parier responsable ou carrément on peut abandonner si on n'est pas adepte de grosses sensations, parce que lorsque vous ne vous contrôlez pas, lorsque vous ne connaissez pas à quel moment il faut s'arrêter, ça devient une maladie, ça devient une addiction. Oui, mesdames et messieurs, c'est là que nous allons mettre fin à notre émission Nasouba Week de ce jour. Aujourd'hui, nous étions avec M. Alodé Roland et Adam Bachirou qui nous ont respectivement parlé des paris sportifs et également ont fait parler de leur domaine, l'autre e-commerçant et l'autre éveilleur, n'est-ce pas? Éveilleur de conscience. Alors, on a fini, stop et fin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro de votre émission Nasouba Week. D'ici là, portez-vous bien.